Deuxième partie du débriefing Grand Prix de Monaco sur F1 ITV. Un spécial Lotus, on va vous faire, mon cher Yves, parce que nous avons ici une magnifique Lotus. C'est une Lotus 30, c'est pas une Formule 1, mais enfin, c'est quand même une marque qui a une très belle histoire, un très beau patrimoine. La preuve, ça remonte, hein, celle-ci, au début des années 60. Alors Lotus, aujourd'hui, il y a un petit souci avec l'héritage de Lotus, mais bon, parlons d'abord de ce Grand Prix de Monaco, parce qu'ils étaient dans le coup, ils avaient une auto, sinon pour gagner, en tout cas pour être sur le podium. Motricité formidable, Romain Grosjean qui a été hyper rapide dans toutes les séances d'essai, et puis boum patatras, il passe à côté de leur Grand Prix avec 2 petits points à l'arrivée. C'est un peu décevant pour moi. Oui, là je le regrette vraiment, Pierre, parce que Grosjean, il avait tout pour faire un magnifique Grand Prix, et puis nous l'avions un peu prévu. C'est que il est capable de gagner ce Grand Prix, et il est capable de faire une bourde au départ, et pour moi... il a tassé une Ferrari et puis il a touché Michael Schumacher, c'est totalement de sa faute. Oui, moi je ne suis pas sûr que ce soit totalement de sa faute. Franchement, il faut pas. Vous savez, Monaco, ça se resserre tellement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il a un peu loupé son départ. C'est pas la première fois. C'est ce qui avait aussi provoqué un peu le problème en Malaisie. Ça, c'est dommage. Mais ne tirons pas sur l'ambulance. Franchement, Grosjean, il a une super vitesse. À Monaco, il a été impressionnant. Je peux vous le dire. J'étais en bord de piste, voir Grosjean se jouer comme ça de cette auto et de son équipier, parce que Raikkonen n'était quand même pas très fier. Voilà, il part, il se retrouve en 2e ligne sur la grille, alors que la qualif, ils l'ont un peu loupé. On les sentait samedi matin, ils avaient presque l'ambition de la pole et de la victoire, quoi. Ils y croyaient. Et puis là, en qualif, c'était un peu plus dur, parce que en passant en super soft, voilà, ils n'ont pas trouvé tout à fait le grip qu'ils espéraient. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à avoir eu ce petit souci. Enfin, 2e ligne à Monaco, on ne va pas pleurer quand même. Grosjean, c'est formidable, un Français qui peut faire ça. Voilà. Alors, c'est vrai que ça passe ou ça casse. Malheureusement, ça a cassé à cause de ce petit problème de départ. Et puis bon, après, est-ce que c'est la responsabilité de Michael, de Massa ou de Grosjean? Pour moi, voilà, c'est un peu la responsabilité de Monaco plutôt. Oui, mais moi, Pierre... Moi, je regrette parce que Grosjean, il est tellement bon qu'on oublie qu'il est un rookie. Et j'aimerais bien le voir plus constant, parce que vraiment, je suis le premier à le dire. Il est rapide, il m'impressionne, mais j'aimerais bien qu'il termine ses courses et qu'il marque beaucoup de points, parce que ce sont les kilomètres qui comptent. Voilà, c'est sûr que Monaco, 0 km, ça, c'est pas terrible. En course, je veux dire. Et bon, c'est dommage. D'autant plus qu'ils avaient vraiment une bonne auto. Alors, ils avaient une bonne auto, et puis Kimi, en course, il n'est pas là. En course, bon, il n'est pas là. Il était particulièrement lent, vous avez remarqué. Il a quand même bloqué tout un petit train derrière lui. Il n'était pas en mesure de suivre la cadence des autres. Or, je pense franchement que Grosjean l'aurait fait. Alors, moi, j'ai une explication pour ça. Je sais que toi, tu es un fan de Kimi, Yves, mais moi, j'ai vu ça jeudi matin. Kimi, un tour, il s'arrête, il sort de l'auto. C'était quoi? C'était la direction assistée. On sait qu'il a eu des petits soucis en début de saison. Il voulait une direction un peu différente. Bon, pour Monaco, les ingénieurs l'adaptent, parce que Monaco, il faut un rayon de braquage particulièrement important. Et lui, il dit que ça ne lui convient pas. Et là, il ne joue pas le jeu de l'équipe. C'est-à-dire que plutôt que de dire « Ok, je roule comme ça jusqu'à midi », on change la direction entre les 2 séances. Lui, il sort de l'auto et il dit « Moi, je ne roule pas avec ça, point barre ». Oui, là tout à fait. Hein. Donc, ils ont voulu Kimi, eh ben ils l'ont. Ils l'ont avec ses qualités et avec ses défauts. Et donc, ils ont voulu un leader, un type avec du caractère. Et effectivement... Donc, Gérard Lopez voulait quelqu'un qui leur montre une direction à suivre. Et là, bon, effectivement, ils ont les défauts de Kimi, c'est-à-dire qu'il est capable de sortir de la voiture après un tour aux essais sans valider une nouvelle direction assistée. Alors qu'il n'a pas roulé depuis 3 ans à Monaco, quand même, le mec, il est gonflé. C'est vrai qu'il est gonflé. Hein, il a du caractère, il faut lui laisser. Mais je peux vous dire qu'en interne chez Lotus, il faisait un peu la gueule parce que quand même, les datas qu'on peut ramasser pendant 1 heure, 1h30 en première séance, eh bien, ils n'avaient qu'une seule voiture, quoi. Et là, Kimi, c'est là que je dis que Kimi n'a pas joué le jeu de l'équipe. Et je pense franchement que le handicap de ne pas avoir roulé du tout le jeudi matin, il a plu l'après-midi. Voilà, ça c'est aussi les risques de ce genre de comportement. Du coup, il est arrivé samedi avec un déficit de kilomètres
qui fait qu'il n'a jamais été dans le coup du restant du week-end et termine 9e, quoi. Voilà. Oui, il ramène 2 points qui sont vraiment décevants pour l'équipe Lotus, parce que c'est une équipe qui aurait pu mettre les 2 voitures sur le podium, ça c'est clair. Alors, elle fêtait ses 500 Grands Prix, cette équipe Lotus. Toi, tu penses que c'est quoi? Un coup de marketing c'est très sympa. C'est pas cette Lotus-là dont on Non, parle. pas du tout. L'équipe Lotus d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de Colin Chapman. D'ailleurs, je crois même qu'ils n'ont jamais été... Colin Chapman n'a jamais mis les pieds à Enstone. Hein, ça n'existait pas à l'époque. Et donc, c'est joli, c'est sympa au niveau marketing. Voilà, 500 Grands Prix. 500 Grands Prix, mais bon, faut pas... Moi, je préfère les voir sur le podium plutôt que... Le problème, c'est que cette équipe s'appelle Lotus, finalement, parce qu'elle n'a de Lotus que le nom. Alors ici, d'ailleurs, ils ont le mérite, je trouve, l'honnêteté intellectuelle de ne pas revendiquer l'héritage de ces Lotus-là, de Chapman, des Lotus vertes, comme dirait Fernandez. Regardez, ils ont sorti une série d'affiches sur les 500 Grands Prix de l'équipe Enstone et pas de l'équipe Lotus. Parce qu'en réalité, voilà, ce qu'ils veulent affirmer, c'est l'historique de leur écurie, effectivement, qui a démarré, pas Enstone parce que l'usine n'existait pas encore, mais avec Tollman en 1981, et puis qui est devenu Benetton, et puis qui est devenu Renault, et puis qui est devenu finalement Lotus. Et c'est pour ça que, disons, moi je sens plus l'affiliation avec Luciano Benetton, pour ainsi dire, plutôt qu'avec Colin Chapman ou Alex Hawkridge. Ils ont d'ailleurs eu aussi l'intégrité d'appeler la nouvelle voiture, qui était une Renault R31 ou R32, parce que quelque part, c'était quand même l'usine qui a conçu les Renault, elle est devenue Lotus E20, parce qu'elle n'a de Lotus que le nom, et que le E signifie Enstone, en l'occurrence le nom de l'usine. Bon, maintenant, le fait que toutes les Lotus de route ont des noms qui commencent par E, c'est évidemment tout à fait involontaire. Oui, et puis dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui identifient encore toujours cette équipe avec l'équipe Renault. Bien sûr, bien sûr. Alors, Lotus, on parle des Lotus de route qui commencent par E, mais Lotus, c'est aussi le problème actuel de Lotus Cars, de Lotus Group, comme on dit, avec le fait qu'ils sont plus sponsors de l'équipe Lotus, qui ne portait le nom de Lotus que en raison de ce sponsoring. Bon, là, ils ont eu un peu l'air coupé sous le pied. Que le patron de Lotus Cars, Danny Barr, s'est fait débarquer ce week-end. Cerise sur le gâteau, mais une cerise amère, je trouve, c'est pour Jean Alesi à Indianapolis, une espèce de comédie, malheureusement, avec un moteur qui n'avait aussi de Lotus que le nom, et malheureusement pas le carburant, je veux dire, les dollars. Comme quoi, Pierre, la folie des grandeurs de Danny Barr et de son conseil d'administration qui a validé ces décisions, parce qu'il n'était pas tout seul, ça se paye toujours tôt ou tard. On avait l'impression que c'était écrit. Moi, je me souviens qu'à Genève, au Salon de Paris plutôt, au Mondial de l'Automobile, en 2008, ou en 2007, en 2008, peu importe, quand ils ont annoncé ce plan complètement folie des grandeurs, comme tu dis, les gens de l'industrie automobile ont dit c'est impossible, quoi. C'est juste impossible de construire 5 voitures sur des plateformes différentes en 7 ou 8 ans, impossible, avec un budget qui était quand même un peu mégalo, puisque voilà, on parle de Bahar, il semblerait qu'ils sont 400 millions de dollars dans le rouge. C'est dire quand même qu'on l'a laissé aller très loin. Alors là tu as sans doute raison, c'est qu'il n'est pas tout seul, Bahar. Il y a les Malais qui ont été assez naïfs pour y croire, ou qui se sont laissés embobiner au point de mettre Proton en difficulté, parce que si Proton aujourd'hui est racheté ou lâché par le gouvernement malais, c'est en partie à cause des dérives de Danny Barr et de Lotus. Mais c'est très dommage qu'une marque, quand on est assis sur une voiture comme ça, c'est très dommage qu'une marque comme Lotus soit utilisée, exploitée à des fins bassement politiques, commerciales ou effectivement d'ego trip complètement démesuré. Espérons qu'elle puisse survivre, parce que la folie des grandeurs des uns amène des fois des gros problèmes et des faillites, retentissantes. C'est alors, espérons que non, même si là le modèle économique est complètement par terre. Espérons que non. On a vraiment été triste pour Jean Alesi à Indianapolis dimanche soir, parce que il s'est qualifié vraiment pour dire que, parce qu'il y avait que 33 voitures, il était à des années-lumière de la pole position. Tout ça parce que le moteur Lotus n'a pas été développé depuis février.
février. Moteur complètement poussif, hein, c'est un moteur Judd qui a été improvisé par Lotus avec 6 mois de retard, qui a été sous-financé, pour ne pas dire pas financé du tout depuis le mois de février, comme tu dis. Voilà, pas de miracle. Alors Jean s'est embarqué dans cette aventure, on connaît la générosité et la passion de Jean Alesi, mais le voir sortir par la petite porte au drapeau noir après 10 tours parce qu'il n'est pas assez rapide, Ouais, franchement... franchement, c'est triste, il ne mérite pas Voilà. ça, hein, le Jeannot. Espérons qu'il nous trouve une plus belle sortie que ça, pourquoi pas l'année prochaine, parce que je crois qu'il a quand même pris goût au speedway d'Indianapolis, et nous, on aime trop Lotus pour se contenter de ça. On peut peut-être espérer que Lotus Car soit repris éventuellement, pourquoi pas, par Gérard Lopez et Jenny, qui eux ont quand même le team Lotus en Formule 1, et où là on pourrait retrouver une espèce de logique économique, marketing, industrielle même, entre Lotus et Lotus. Mais Gérard, officiellement, il n'est pas demandeur. Il attend que le prix baisse. Mais ce serait une belle histoire, Pierre. Ce serait un beau sauvetage. Et puis, il y aurait une logique. La Formule 1 et le Lotus Car. Voilà, enfin. Parce que cette saga, depuis 4 ans, c'est pathétique, quoi. Et Tony Fernandez, lui, avait voulu jouer le jeu. Et puis, voilà, il y a eu des problèmes de politique aussi en Malaisie, très compliqués à comprendre. Et voilà, ça a été grotesque depuis le début, cette histoire. Et nous, on aime trop les Lotus pour se contenter de ça. Voilà. À la prochaine, ce sera pour le Grand Prix de Montréal, la semaine prochaine, pour le prochain briefing. Avec plaisir. Salut Yves, à bientôt.